Donc bonsoir à tous et d'abord bonne année à vous tous. Et donc bienvenue pour cette première conférence de l'année sur le thème, pour découvrir un peu comment fonctionnent les séismes et les tsunamis. Et pour cela, nous avons invité Monsieur Louis Gély, qui est vraiment le spécialiste en France, et même au-delà, de la question des séismes et des tsunamis, puisqu'il est sismologue et géophysicien marin et responsable de l'unité de recherche en géosciences marines à l'Ifremer au centre de Brest. Donc, Monsieur Gély, pour ceux qui ne le savent pas, a publié un livre très intéressant et très pédagogique au mois de septembre 2012, donc c'est très récent, pour justement vulgariser et faire comprendre au grand public ce que sont les séismes et les tsunamis, comment se déclenchent-ils, pourquoi on ne peut pas les prévoir comme on peut prévoir les éruptions volcaniques ou la météo. Enfin, c'est 90 questions de ce type-là qui sont posées dans le livre et auxquelles Monsieur Gély répond, évidemment. Oui. Donc la conférence de ce soir, c'est un aperçu, évidemment, de tout le contenu de ce livre. Et donc si vous êtes intéressé, en fin de séance, Monsieur Gély est venu avec un certain nombre d'ouvrages qu'il pourra vous vendre et surtout vous dédicacer. Voilà. Donc le format de la séance de ce soir est toujours le même. 3/4 d'heure d'intervention de l'invité et 3/4 d'heure d'échange sous forme de questions avec les participants. Voilà. Merci beaucoup. Alors juste au sujet du livre, je voudrais dire qu'il a été écrit avec mon épouse, qui est journaliste, et c'est grâce à elle que il y a de la vulgarisation à portée de tous qui a été faite. Donc je voulais dire que nous sommes deux à l'avoir écrit, avec ma femme. Bon, donc, alors c'est bien, c'est assez familial, ce qui fait que vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Alors, le titre de cette conférence, c'est « Peut-on prévoir les tremblements de terre ?» Mais bon, je vais aborder un petit peu l'ensemble des aspects de la prévention. Et je finirai par une question qui vous intéresse sans doute, c'est le séisme de Fukushima, enfin de Tohoku, sur lequel je ferai un focus particulier, car c'est un exemple tout à fait significatif de la façon dont les choses peuvent soit bien fonctionner, soit pas bien fonctionner. Alors, là, pour l'instant, je vais démarrer sur cette question. Peut-on prévoir les séismes, les tremblements de terre, puisque c'est une question que la plupart des gens se posent. Et, alors, page up. Est-ce que c'est... Non. Il faut que je prenne l'habitude. Page down, voilà, c'est ça. Donc, à cette question, peut-on prévoir les tremblements de terre, il faut être clair et dire non. On ne peut pas prévoir les tremblements de terre, parce que si je répondais autre chose, je me ferais taxer de charlatan. Mais la réponse aujourd'hui, c'est non. S'il s'agit de déterminer la date du prochain tremblement de terre à quelques heures près, le lieu et la magnitude du prochain séisme. Et or, ces trois facteurs sont indispensables pour que ce soit vraiment utile. Si vous dites oui, il va y avoir un séisme dans 1 heure, mais vous êtes incapable de dire où, ça ne sert à rien. Ou si vous êtes incapable de dire la magnitude, ça ne sert à rien non plus pour des raisons pratiques. Donc il faut vraiment qu'il y ait ces trois caractéristiques qui soient déterminées. Donc la réponse aujourd'hui c'est non. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de progrès qui a été fait. Ça ne veut pas pour autant dire non plus que la cause soit complètement désespérée. Alors, tout d'abord, quelques mots sur ce qui provoque les tremblements de terre. Vous le savez sans doute. Donc, les tremblements de terre sont provoqués par le glissement relatif de deux segments de faille, de pans de faille l'un par rapport à l'autre. Ces séismes, donc en général, ce sont des plaques qui se déplacent, je vais y venir tout à l'heure, peuvent prendre différentes formes, soit c'est ce qu'on appelle un décrochement, vous voyez ici cette barrière
la faille passe entre les deux côtés de la barrière et donc les deux pans de la faille ont été décalés par un séisme. Ici, c'est ce qu'on appelle une faille de chevauchement, c'est-à-dire vous avez un continent qui passe au-dessus de l'autre. Donc c'est une photo qui a été prise à Spitak en Arménie, enfin c'est le séisme de Erevan en 88 en Arménie. Et vous voyez que là vous avez un rejeu consécutif au séisme de 2 mètres à peu près. Ou alors ce sont les pans de la faille qui ont tendance à s'écarter, et c'est ce qu'on appelle une faille normale. Et vous pouvez également avoir des rejeux de l'ordre de quelques mètres. Et à chaque fois, ce mouvement était extrêmement brutal, mais il est dû, la conséquence, le séisme est la conséquence finalement du mouvement relatif des plaques, et donc la plupart des séismes se produisent à la frontière de plaques, essentiellement au niveau des dorsales médio-atlantiques, mais ça a relativement peu d'intérêt pratique puisque c'est dans l'océan, donc vous avez des plaques qui s'écartent, et en s'écartant, des mouvements brutaux qui se produisent, mais essentiellement, les séismes se produisent sur la ceinture péripacifique qu'on appelle la ceinture de feu, donc qui va de la Nouvelle-Zélande, la plaque philippine, la frontière de plaque indonésienne, Sumatra, la plaque philippine, l'arc japonais, et ensuite vous avez les Kouriles, les Aloysiennes, et puis ce qu'on appelle la zone des cascades qui est ici. Également, vous avez des zones de subduction, c'est-à-dire une plaque qui plonge sous l'autre, au niveau de la plaque Caraïbe, j'ai dit en Amérique du Sud, donc ça c'est la ceinture de feu, mais au niveau de la plaque Caraïbe. Et l'autre grande famille de séismes, c'est ce qui se passe à l'intersection, enfin disons, au confin entre la plaque eurasiatique et tout le bloc indo. Alors cette carte n'est pas très bien finalement, mais c'est la collision de la plaque africaine sur la plaque asiatique d'un côté et de la plaque indienne également sur la plaque eurasiatique. C'est-à-dire que géologiquement, ça correspond à la fermeture d'un grand océan qu'on appelait la tétise dans le temps et qui se referme, et qui se refermant donc amène les blocs africains et indiens à rentrer en collision sur la plaque eurasiatique. Alors, donc, comme vous voyez, il y a différentes formes de séisme, hein, donc c'est pas toujours la même chose évidemment, et les contextes géologiques sont extraordinairement différents. Vous avez eu tous la chance de vous promener en montagne, voir à quel point les formes géologiques sont variées, ce qui veut dire que tous les contextes sont différents, et donc il est extrêmement difficile d'établir des règles générales, même si on connaît les mécanismes particuliers. Par exemple, un cas tout à fait intéressant qui nous concerne en France, c'est donc la Méditerranée, qui se trouve aux confins, donc à la collision entre, c'est la plaque africaine qui a tendance à pousser sur la plaque eurasienne, et également quand on va aux confins, quand on va jusqu'à la Turquie et vers l'Anatolie et en Asie mineure, vous voyez, il y a une poussée de la plaque africaine vers le nord. Et cette poussée de deux continents les uns par rapport à l'autre crée une sismicité qui, au lieu d'être... c'est-à-dire que la frontière des plaques, c'est une zone de déformation, au lieu d'être une collision entre deux continents bien déterminés, si vous voulez, c'est une zone de déformation extrêmement vaste, de l'ordre de, ici, quelques centaines à quelques milliers de kilomètres, donc la sismicité est extrêmement diffuse. Donc c'est très difficile d'arriver à pointer les zones où il y a des séismes particuliers. Mais la Méditerranée est extrêmement est soumise à un risque sismique extrêmement fort, ne serait-ce que par exemple le séisme qui s'est produit à Messine le 28 décembre, on l'oublie, il y a peu de gens qui se souviennent de ça, mais il y a eu pratiquement 100 000 morts à Messine en 1908, donc ici, et à ce moment-là, ça a été une des causes majeures de la grande immigration italienne vers les États-Unis, et pourtant c'est il n'y a pas longtemps, mais donc ça pour dire que la Méditerranée est exposée au risque sismique.
au IVe siècle après Jésus-Christ, à ce niveau-là, il y a eu un gigantesque séisme qui résulte de cette partie de la collision, si vous voulez, qui est en zone de subduction et qui a sans doute provoqué un gigantesque tsunami. Autrement dit, toute la partie Liban, Égypte, enfin toute l'Asie, l'est de la Méditerranée, est potentiellement soumise à un risque qui est à peu près comparable, un tsunami qui pourrait être à peu près comparable à ce qui se produit en Indonésie ou au Japon. Donc ça, on oublie régulièrement, ce qui fait que ce sont des risques majeurs, mais aujourd'hui imprévisibles. Et on reviendra sur les façons, sur ce que ça veut dire, enfin sur les façons de s'en prémunir. Alors moi, je vais vous parler donc de... Non, j'ai un peu de mal avec ces trucs-là. Voilà. Bon, je vais passer là-dessus parce que c'est lisible. Ce transparent-là est pour vous dire qu'en fait, il y a différents types de prévisions sismiques. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les plaques, elles bougent de manière régulière les unes par rapport aux autres. La plaque africaine se sépare de la plaque américaine à raison de 2 cm par an. Ce sont des mouvements inexorables. La plaque pacifique, par exemple, passe sous le Japon à raison de, suivant les zones, de 2 cm ou 8 cm, ça dépend où on se trouve au niveau du Japon, mais de quelques centimètres par an, la plaque japonaise glisse sous la plaque asiatique, enfin la plaque pacifique, je veux dire, glisse sous le Japon à raison de quelques centimètres par an. Ce mouvement, il est inéluctable, puisqu'il dépend de grandes forces telluriques qui animent le manteau terrestre, donc c'est un mouvement inéluctable. Et ce qui fait que ce mécanisme-là, de ce mouvement qu'on est capable de mesurer maintenant à l'aide des GPS, par exemple, on le connaît, et on sait que ce mouvement, qu'à certains moments, la plaque se bloque. C'est-à-dire que ce mouvement-là, pour des raisons diverses, ce mouvement-là se bloque, et donc vous avez de l'énergie élastique qui s'accumule, jusqu'à un moment où l'énergie accumulée est plus grande que la résistance à la rupture, et bouf, brutalement, ça plonge. Donc, et on sait aussi à peu près où sont réparties les zones actives. Je l'ai dit tout à l'heure, autour de la Méditerranée, on sait qu'il y a un certain nombre de zones, en Italie par exemple, toute la colonne, toute l'épine des Apennins correspond à une zone tectoniquement active, donc on sait régulièrement, et on le voit, que dans les Apennins il y a des séismes, donc on connaît, et on sait que c'est des mouvements relatifs de plaques les unes par rapport aux autres, ce qui fait qu'on peut savoir, on peut prédire que dans telle zone vous aurez tel type de séisme, mais on ne sait pas à quelle échéance. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de prévisions, et que globalement, la seule façon de se prémunir contre les séismes, c'est de reconnaître les zones actives, ça pète, ça on peut le reconnaître à partir des catalogues de sismicité, des récits de sismicité, à partir de l'analyse sur le terrain faite par les géologues pour reconnaître les failles actives. On peut aussi s'en prémunir en construisant des bâtiments suffisamment adaptés et résistants à la construction. On peut élaborer un code de construction et surtout le faire respecter. Donc, ce qui demande un niveau d'organisation des sociétés très, très fort, ce qui fait qu'il y a une relation directe, par exemple, entre le taux de corruption dans un pays et les dégâts provoqués par les séismes. C'est une corrélation pratiquement 1 pour 1. Donc, il y a le renforcement du bâti ancien, ce qui est extrêmement difficile, parce que, comme vous êtes dans une ville comme Istanbul, par exemple, il est pratiquement impossible, compte tenu de la richesse culturelle de la ville, des monuments historiques, de procéder au renforcement du bâti ancien. Il y a l'éducation des populations, il y a la mise en place de réseaux d'alerte et de secours. Donc, voilà comment on se prémunit contre les séismes. Donc, il y a une grande phase d'identification du risque, d'identification des failles actives, une grande phase de l'évaluation des mouvements du sol, et ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire peut-on prévoir les séismes, finalement, en pratique, c'est une importance relativement mineure. Sur le plan scientifique, c'est le sujet qui intéresse le plus les scientifiques, évidemment, parce que pour prévoir
les séismes, il faut arriver à les comprendre un peu mieux, à comprendre comment ça marche. Mais sur le plan pratique, c'est relativement mineur. Par exemple, pour illustrer ce que je vous ai dit, il y a certains cas très particuliers. Vous connaissez le cas d'Haïti qui a fait, suivant les dégâts, entre 100 000 et 270 000 morts. C'est gigantesque, qui est vraiment un drame lié au sous-développement et à la pauvreté, parce que des séismes comparables en Californie, par exemple, auraient fait quelques dizaines de morts. Un exemple intéressant, c'est celui d'Iran. Vous avez une ville historique qui s'appelle Bam, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, une ville magnifique, qui a subi un séisme de magnitude 6.5, qui est un séisme de... La magnitude, c'est l'unité pour caractériser les séismes. Donc, ce séisme de magnitude 6.5, donc modéré, a provoqué 50 000 morts. Ce qui est gigantesque. C'est-à-dire en Californie, ou même en France, il est inconcevable qu'un séisme de magnitude 6.5 produise autant de morts. Alors, en Iran, par exemple, le cas extrêmement inquiétant qu'on connaît, alors ça c'est pour vous donner des comparaisons, donc en Californie, magnitude 6.9, 62 morts. Northridge, enfin 6.7, 51 morts, tandis qu'en Iran, une magnitude équivalente, 50 000 morts. Et pour poursuivre sur l'Iran, qui est un cas absolument inquiétant, c'est que, donc je ne sais plus combien de millions d'habitants il y a à Téhéran, mais Téhéran est construite entre deux failles. Vous avez ici les monts... j'ai un trou de mémoire, bon, vous pourrez le trouver. Comment, les monts de... Elbourz, oui, merci. Il y a plusieurs chaînes. Voilà, et donc là, les monts de Elbourz, et là, vous êtes exactement au pied d'une faille active ici, et vous en avez une autre. Donc, on sait que la ville a été détruite à plusieurs reprises dans l'histoire, le dernier gros séisme ayant eu lieu en 1830. En plus, entre ces... vous avez une vallée, enfin, entre ces montagnes, la ville est implantée dans une vallée constituée de sédiments meubles qui, à la moindre vibration, peuvent rentrer en ce qu'on appelle en résonance et donc amplifier les mouvements liés au séisme. Ce qui fait, et donc voilà, donc vous avez deux failles. Par exemple, la tour de télévision de Téhéran est construite pile sur la faille, sur une des failles. Donc, des ingénieurs français de Grenoble ont récemment été voir comment les normes de construction avaient été appliquées, et ça a été absolument catastrophique, puisque si vous voulez, le phénomène de résonance, c'est quand le mouvement, quand le sol vibre, si le sol vibre à une certaine fréquence, et que les bâtiments, eux, ont ce qu'on appelle une fréquence propre, c'est un peu comme un violon, si vous voulez, une fréquence propre ou donc des caractéristiques de vibration qui correspondent à celles des mouvements. Là, vous avez un phénomène d'amplification terrible qui se produit, et il ne peut pas y avoir pire. Autrement dit, Téhéran est l'archétype de la ville où vous auriez, ça ferait une catastrophe absolument terrible lorsque le prochain séisme aura lieu. Hein. Et également à cause de non-respect des codes de la construction. Même pour les bâtiments modernes. Bon, alors, je reviens à ma question. Alors, tout ce préalable pour dire que je vais vous parler d'un sujet qui est scientifiquement extrêmement intéressant, mais qui, sur le plan pratique, pour l'instant, n'est pas suffisamment mûr pour être mis en application. Est-ce qu'on peut prévoir la date, le lieu et la magnitude du prochain séisme? Donc, c'est évidemment tout le monde... les scientifiques dans ce domaine, évidemment, c'est le sujet qui intéresse le plus les gens qui travaillent sur ce sujet, mais il y a des effets de mode, parce que, on verra tout à l'heure, il y a des résultats satisfaisants, puis après on s'aperçoit que tout est faux, etc. Et puis on se pose même la question de savoir d'abord à quoi ça sert de prévoir les séismes à court terme. Imaginez que vous disiez à Istanbul, par exemple, qui est la zone où je travaille le plus, on est capable de dire, tiens, dans 1 heure, il va y avoir un séisme sur Istanbul. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Surtout qu'il y a une probabilité d'erreur, évidemment, suffisamment grande. Hein. Jamais on pourra dire de manière certaine. Il y a
il y a un tremblement de terre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors il y a quand même des cas pratiques que j'expliquerai tout à l'heure qui concernent l'Aquila, qui est le séisme dont vous avez entendu parler, qui s'est produit en Italie en 2009 et pour lequel il y a eu un procès qui a été fait. Mais c'est extrêmement intéressant d'en parler, j'y reviendrai. Et puis évidemment, comme toute polémique scientifique, il y a des bagarres épouvantables entre scientifiques et donc le climat est un peu, je dirais n'est pas à l'apaisement, je dirais, sur ce sujet. Et donc c'est un sujet extrêmement difficile. En plus, parce que les séismes se produisent là où ils veulent, donc il faut être là au bon moment, avoir les instruments au bon endroit. Les expériences ne sont pas répétitives par nature. Chaque région est différente, je l'ai dit, et c'est très gratifiant parce que vous pouvez rester des heures, des années, etc. en attente du séisme qui arrive et puis rien ne se produit. Hein. Et en général, les scientifiques sont un peu comme les militaires. Je ne sais pas si vous connaissez les romans soit le désert des Tartares ou alors le rivage des Sirtes. C'est un peu pareil. Moi, quand je lisais ces romans, en tant que sismologue, j'avais l'impression d'être dans la peau du soldat qui guette sur sa plaine, qui guette le séisme arrivant. Et pour moi, le rêve, ce serait d'avoir un séisme à Istanbul, par exemple, où je travaille. Mais on n'a qu'une idée, c'est quand est-ce qu'il vient. Les signes avant-coureurs. Alors on va en parler justement. Alors, donc, justement, quels indices? Alors, on peut. Le problème pour les signes avant-coureurs, donc on y vient, c'est que. Imaginez bien qu'un signe de magnitude 7, c'est, je ne sais plus combien, j'ai écrit ça dans le bouquin, mais je n'ai plus la même. C'est plusieurs fois, plusieurs milliers de fois, je crois, la bombe d'Hiroshima en termes d'énergie libérée. Parce qu'en fait, un séisme, ce que vous ressentez, c'est qu'une partie de l'énergie libérée par le séisme. Ce que vous sentez, vous, c'est l'énergie sismique, l'énergie de vibration, mais le séisme produit du frottement qui se dégage en chaleur. Il y a tout un tas d'énergie qui. Bon. Mais donc c'est plusieurs fois la bombe d'Hiroshima. Donc il est impossible de concevoir qu'un phénomène naturel d'une telle ampleur ne produise pas de signes avant-coureurs. Le problème n'est pas tant dans l'existence des signes avant-coureurs, mais dans notre capacité à les détecter et surtout à les interpréter. Donc, comme signe avant-coureur, vous avez les secousses, vous avez des séismes qui sont un accroissement de la sismicité. C'est ce qui s'est produit en Italie, par exemple, à l'Aquila, où la population elle-même a senti qu'il y avait de la sismicité tout à fait anormale. Hein, donc la population s'est comportée comme un détecteur. Et même le maire de la ville, de l'Aquila, c'est pour ça qu'il y a procès, je peux en parler, mais on y reviendra, avait de lui-même pris l'initiative de fermer l'école du village, enfin de la ville, pour de ne pas faire la casse aux enfants. Parce qu'il y avait une sismicité anormale dans cette région des Apennins, et c'est là que la protection civile est arrivée et a rassuré les populations en leur disant dormez en paix, braves gens, rentrez chez vous, il ne va rien se passer. Et la nuit même, il y a eu le séisme. Donc ça veut dire qu'il y a des signes avant-coureurs, puisque cette sismicité a été captée par des populations qui ont été incapables vraiment de l'interpréter et qui ont été mises en défaut, enfin disons, ou mal orientées par un aéropage, un comité scientifique, enfin disons, par la population, par les autorités civiles. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, vous avez également donc, la déformation du sol, vous avez le niveau d'eau dans les puits qui peut bouger, vous avez ce que j'avais mis là, la géochimie, c'est-à-dire que la concentration des fluides varie, vous avez des choses qui se passent. Vous avez aussi des phénomènes électromagnétiques ou électriques, et de manière récurrente, on parle du comportement des animaux. Et ça, c'est un phénomène qui est tout à fait balayé d'un revers de main par les scientifiques occidentaux, alors que, en tout cas, moi, c'est ma conviction, on ne devrait pas avoir cette attitude. On aurait intérêt à être beaucoup plus modeste et à essayer de comprendre pourquoi les animaux, au lieu pourquoi les animaux, enfin pourquoi depuis toujours historiquement il y a des récits
sur le comportement des animaux, le comportement anormal des animaux. Mais comme on est incapable de l'interpréter, eh bien, en général, on considère que ce sont des balivernes ou alors des contes populaires ou de la croyance populaire. Mais je pense que c'est une mauvaise attitude. Même sur le plan strictement scientifique, c'est pas bon. Bon, alors également, la recherche sur les précurseurs sismiques, donc il y a des signaux, ça existe, on le sait. On a vu des puits, par exemple des fontaines, s'arrêter de couler. Mais le problème, c'est que ici, ça s'arrête de couler, alors que là-bas, à gauche, le débit, au contraire, augmente. C'est-à-dire que c'est pratiquement impossible à interpréter. On commence maintenant à savoir pourquoi c'est différent. Et donc, il y a eu différentes écoles suivant la sensibilité culturelle des pays au cours des années 70 et 80. En Union soviétique à l'époque, en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Europe, en Grèce, Italie, France, également en Turquie. Donc chaque pays, avec sa culture propre, a essayé de mettre en place des programmes de prévision sismique. Par exemple, aux États-Unis, vous avez une faille qui... ça a souvent été le cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez. Les États-Unis... la science américaine a tiré en avant l'ensemble de la science mondiale, ce qui fait que ce qui se passe aux États-Unis a servi pendant longtemps de référence, et ce faisant, on a toujours calé les modèles et les idées par rapport aux découvertes faites aux États-Unis, dans des contextes très particuliers, ce qui fait qu'à la fois ça a été extrêmement productif, mais peut-être un peu, au final, un peu limitant, si on veut, puisque beaucoup des connaissances ont été établies sur cette faille de San Andreas. Donc là, vous avez la côte ouest des États-Unis, vous avez ce qu'on appelle la faille de San Andreas, et donc vous avez un mouvement relatif de la plaque nord-américaine par rapport, je dirais, globalement, à la plaque pacifique, sans rentrer dans le détail, et ce mouvement relatif des plaques crée le mouvement le long de la faille de San Andreas. Et vous voyez ici une faille qui est coupée au couteau. Ça ressemble à la faille qui passe en mer de Marmara au sud d'Istanbul. C'est à peu près comme ça, quand vous faites le relevé bathymétrique, vous avez une vision à peu près similaire. Donc vous voyez un peu, là par exemple, le décalage. Ça se voit très bien par exemple sur les ruisseaux qui passent d'un côté ou de l'autre de la faille. Vous avez des décalages tout à fait bien marqués du mouvement relatif. Donc ça glisse, à un moment ça casse. Puis après, ça glisse, mais au niveau de la faille, ça bloque. Puis, c'est-à-dire les plaques bougent tout le temps, mais au niveau de la faille elle-même, sur les deux compartiments de la faille, ça bloque jusqu'au moment où ça se décale. Bon, donc ça, alors, dans cette zone de San Andreas, on a fait des expériences de prédiction sismique, c'est-à-dire, donc vous voyez ici la situation pour San Andreas. En 1906, il y a un gigantesque séisme à San Francisco, qui a détruit la ville de San Francisco. Et en 1857, donc à une époque qui était très peu peuplée ici, vous aviez un autre séisme qui s'est produit en Californie du Sud, et un autre en 1680. Autrement dit, ce segment-là du sud de la Californie, dans la zone de San Diego et de Los Angeles, devrait casser bientôt. C'est ce qu'on pense. Et à la limite de ce segment, il y a une ville qui s'appelle Parkfield. Et entre les deux segments, vous avez une zone qui, au lieu, elle, de casser régulièrement, eh bien, elle se déforme. Elle se déforme, ça glisse. Ce qu'on appelle, c'est un peu, en termes techniques, on dit qu'elle flue. Il y a du fluage. Et ici, dans cette ville de Parkfield, qui est un tout petit village, il y a une concentration d'équipements qui ont été déployés par les Américains pour voir justement, sachant que cette zone flue par le biais de petits séismes qui se produisent régulièrement, pour savoir si on aurait des signaux précurseurs lors du prochain séisme. Ce séisme-là, celui qu'on attendait, s'est produit en 2004. On l'attendait pour dans les années 90, mais il s'est produit beaucoup plus tard et on n'a rien vu. Bon, on n'a rien vu. Alors,
évidemment, ça a été une grande désolation. Les gens étaient extrêmement déçus. Donc ils se sont dit, de toute façon, on ne peut pas prédire les séismes. Donc de nouveau, la polémique, etc. Arrêtons de perdre de l'argent. Ça ne sert à rien d'injecter des crédits dans la prédiction. Il vaut mieux faire de la prévention, construire solidement, construire des bâtiments qui tiennent la route, etc. Voilà. Alors, donc, il y a eu un coup d'arrêt aux États-Unis suite à ce séisme de 2004 où on n'a rien vu. Et coup d'arrêt à la prédiction sismique, comme il y en avait eu dans le passé. Il y a eu tout au cours de l'histoire, enfin de l'histoire récente depuis les années 70, 1970, de la prédiction sismique, ça a toujours été maillé de grands scandales, avec soit des prédicateurs disant que bon, c'est le phénomène de la fin du monde, qu'il va y avoir un séisme dans quelques temps, voire même des scientifiques relativement peu rigoureux qui ont annoncé des séismes. Alors régulièrement ça se produit. Dans la fin des années 70, il y a eu ça s'est passé à Lima au Pérou, et régulièrement ça a des conséquences dramatiques. En général, une fausse prédiction a des conséquences dramatiques. Au Pérou, ça s'est traduit par des changements politiques, bon, etc. Bon, alors le cas de la Chine est extrêmement intéressant parce que donc la Chine se situe. C'est un contexte géodynamique complètement différent de celui du Japon. Je parlerai du Japon tout à l'heure. La Chine se situe sur le bloc eurasiatique et vous avez l'Inde qui pousse. L'Inde qui ne cesse de pousser et donc de comprimer tout ce bloc de la côte terrestre en créant le Tibet, enfin l'Himalaya, ce gigantesque plateau du Tibet. Et de l'autre côté du plateau tibétain, donc en Chine du Nord, vous avez, du Nord-Nord-Est, vous avez toute une série de réajustements, c'est-à-dire la croûte, ça pousse derrière, mais la croûte se réajuste, et la croûte terrestre se réajuste, et donc vous avez des séismes extrêmement violents qui se produisent. Il y en a un qui s'est produit, c'est le séisme du Sichuan, peu avant les Jeux Olympiques, vous vous souvenez, et donc les Chinois ont une conscience extrêmement aiguisée de ces séismes. Et en 1966, ils ont créé ce qu'on appelle le Bureau d'État des séismes. Et c'était en pleine période de révolution culturelle. Et l'idée, c'était de mettre au travail, de mettre paysans et travailleurs, allez-y dans les campagnes et dans les villes pour vous instruire. Et également pour prédire les tremblements de terre. C'est-à-dire que il y a eu le bureau d'état des séismes comprend 100 000 personnes. Vous vous rendez compte, un bureau de géophysique de 100 000 personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et avec beaucoup de gens, en plus des 100 000 personnes, vous avez énormément de paysans, de travailleurs de toutes sortes qui, entre 66 et 76, ont été mobilisés pour faire des observations tout à fait empiriques, par exemple sur le comportement des animaux. On disait aux paysans de surveiller les vaches, cochons, enfin, etc., dans les fermes. Et il y a eu un programme d'éducation sur la conduite à tenir en cas de séisme. Et il y a eu des cas particuliers tout à fait connus, des cas spécifiques où on a mis en place une véritable politique pour la prédiction à court terme des séismes. Et là-dessus, vous avez le seul cas de prévision réussie. Donc, alors ça, c'est le genre de comportements animaux bizarres. Je ne vais pas détailler parce que vous avez des comportements différents, mais tout ça, c'est complètement empirique. Ça repose sur des observations, disons, qui ne rentrent pas dans le champ du scientifique. Autrement dit, qui ne sont pas reproductibles. Un de mes rêves à Ifremer, c'est qu'on mette des poissons... qu'on regarde le comportement des poissons, si on leur donne du CO2, pour voir si, lorsque la composition de l'eau change, quel est le comportement des poissons. Ça, c'est une manip, mais j'y viendrai tout à l'heure. Mais donc, ça ne rentre pas dans le champ du scientifique parce que rien n'est quantifié, sauf, le seul exemple quantifié, vous pourrez le trouver là-dedans, vous voyez, c'est sur les crapauds à l'aquila. Vous pouvez, enfin, j'en parle dans ce bouquin. Bon, alors... donc les Chinois, effectivement, ont fait des observations qu'ils ont consignées, mais avec des gens très peu instruits. Tout ça, c'est très difficile à interpréter. Par exemple, si vous avez
un tremblement de terre, il y a plein de signaux qui se produisent avant que les ondes dévastatrices arrivent. Une fois que le tremblement de terre a eu lieu, il y a d'abord un train qu'on appelle des trains d'ondes P, c'est des ondes rapides, qui sont moins violentes que les ondes qu'on appelle les ondes secondaires ou les ondes S, qui elles sont destructrices pour les bâtiments. Et donc peut-être que les animaux sont tout simplement sensibles à ces premières ondes. Donc là, il y a tout un tas de champs, tout un domaine qui reste quand même à étudier de manière précise. Bon, alors le cas intéressant en Chine, c'est que à la fin 74, début 75, dans la ville de Haicheng, qui est à quelques centaines de kilomètres de Pékin, il y a eu des anomalies. Fin 74, il y a eu des anomalies observées dans cette région. Des anomalies de sismicité, c'est-à-dire que ça commençait à secouer. Bon, il y a eu également des anomalies dans le niveau des puits. Il semble qu'il y ait eu des variations du champ magnétique, mais ça c'est encore à déterminer. Il semble également qu'il y ait eu véritablement un comportement anormal des animaux. Par exemple, les serpents sortant, les serpents hibernent à cette époque de l'année, en janvier, et on a découvert plein de serpents qui sortaient dehors. Mais là encore, on les a découverts après le séisme ou avant. Toujours est-il que dans la zone, il y a eu plein de serpents qui sont sortis de leur cache, mais on ne peut pas savoir exactement si les observations ont été faites. Les observations elles ont été faites après le séisme, mais si les serpents sont sortis avant ou après le tremblement de terre. Donc tout ça pour vous dire que c'est extrêmement difficile d'arriver à quelque chose. Mais il y a eu, en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une augmentation significative de la sismicité. Et le matin du 4 février 75, le responsable local, tout à fait, donc le représentant de la sécurité civile à l'échelle locale, a décidé d'évacuer la population. Et le matin du 5 février, il y a eu un gigantesque séisme qui a fait une dizaine de milliers de morts, mais rien en comparaison du séisme qui s'est produit, parce que c'est une grande ville, Haicheng, hein, il y a eu quelques milliers de morts, pas une dizaine de milliers, il y a eu quelques milliers de morts, mais quelques mois plus tard, dans une province non loin de là, il y a eu, le 28 juillet 1976, le séisme sans doute le plus dévastateur qu'on ait jamais connu, qui a fait, suivant les bilans, au minimum 300 000 jusqu'à 900 000 morts. Et là également, les chiffres concernant les bilans liés au tremblement de terre sont extrêmement variables d'un bilan à l'autre. Et donc la même technique, si vous voulez, qui a été couronnée de succès pour le séisme de Haicheng, n'a pas réussi à prédire le séisme de Tangchang. Alors, évidemment, quelles sont les causes possibles de l'échec? C'est-à-dire, il y a eu des cas, c'était pas le même contexte géodynamique, la faille, on ne savait pas bien où elles étaient, on ne savait pas non plus si l'accroissement de la sismicité était dû, si c'était des répliques du précédent séisme. Donc, ça a coupé net, si vous voulez, à cet engouement pour la prédiction sismique dans le monde entier, parce que le succès de Haicheng a été mondialement connu, et ça a donné un élan gigantesque à la prédiction sismique, mais cet échec a brutalement coupé net tout l'enthousiasme sur le sujet. En revanche, les Chinois ont lancé un grand programme à caractère plus scientifique, si vous voulez, en recrutant véritablement des physiciens pour étudier les mécanismes de rupture. Mais ce qui veut dire que ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas étudier les autres phénomènes. Alors, donc le 12 mai 2008, quelques semaines avant les Jeux Olympiques, il y a eu donc ce séisme qui s'est produit et qui s'est produit dans une zone de grand barrage. Alors je ne sais plus, par rapport à Entreviens, oui, je ne sais plus si c'est exactement ça, mais je ne sais pas. Bon, et donc là, il y a des théories, effectivement, qui sont des théories physiques, qui disent que le poids, lorsque vous mettez des barrages en eau, vous modifiez les contraintes, vous modifiez la pression dans les pores de la roche, et donc vous pouvez engendrer des tremblements de terre.
Bon, et donc là-dessus, ce tremblement de terre a été vécu comme un véritable affront par les Japonais, et également, ça n'a... J'aurais dû mettre ce transparent avant, bon, peu importe. L'école chinoise, si vous voulez, a été très vivement critiquée, en particulier avec l'idée que le succès de Tien Shan n'était pas, de Haicheng par exemple, de 75, n'était pas, en fait, n'avait rien de scientifique, mais c'était simplement un effet de la propagande chinoise à l'époque pour glorifier la révolution culturelle, et que les résultats étaient complètement faux, etc. C'est-à-dire qu'il y a un côté tout à fait religieux de la polémique. En fait, ça vient. Puis après, il y a eu le séisme de 2008. Donc ça, c'est suite au séisme de 75. La polémique n'a jamais cessé depuis 75, hein, en Chine, et puis également avec la communauté scientifique internationale. Et vous avez, il y a eu des échanges très violents par la presse interposée, la presse scientifique. Et pour beaucoup, le succès chinois était un effet de propagande. Bon, et maintenant, mais les Chinois, depuis 2008, suite à ce séisme, c'est là que je voulais en venir, de Sichuan, ont complètement changé leur approche. Ils ont une approche beaucoup plus, je dirais, à caractère scientifique tel qu'on l'entend désormais. Alors, maintenant je viens à la physique. C'est-à-dire que quand vous faites des expériences en laboratoire sur des roches, vous appuyez une roche, il y a des fissures qui se produisent. D'abord, les fissures sont un peu réparties partout, elles augmentent de plus en plus, et plus vous comprimez, il arrive un moment où en fait les fissures s'organisent suivant des endroits particuliers. Je trouve que c'est un peu comme chez les humains, lorsque vous avez du stress, c'est un peu partout, puis à un moment, le stress il se concentre suivant des lignes particulières dans les roches, c'est ce qui se produit. Et donc, ça veut dire que vous avez, si on applique ce modèle à la nature, vous avez véritablement une phase préparatoire, hein, ce qu'on observe dans les roches, et donc une phase qui correspond à l'alignement des microfissures le long des directions principales qui, elles, vont casser un petit peu lorsque se produit une dépression nerveuse, enfin, ou lorsqu'on craque, d'une certaine façon, c'est sur des axes particuliers, et là, c'est un petit peu pareil. Donc il y a un phénomène, il y a une phase préparatoire qui se produit, et cette phase préparatoire vous laisse penser que, d'une part, il n'y a pas que au niveau de la faille que vous allez avoir des déformations, et deuxièmement, comme vous fissurez, micro-fissurez le milieu, eh bien, ça va modifier la circulation de fluides. C'est-à-dire que si vous avez un encaissant, une nappe d'eau, ce que vous voulez, la perméabilité sera beaucoup plus grande. Les fluides auront tendance à circuler le long de ces zones particulièrement fissurées. Donc, ce phénomène qu'on appelle le phénomène de dilatance, qui est le phénomène d'augmentation de volume dû à la présence de fissures, et les conséquences qui sont la modification de la circulation d'eau dans ce réseau de fissures, ce sont ces phénomènes qui orientent la recherche actuellement pour essayer de déterminer les signaux précurseurs. Donc, pour appuyer ça, bon alors ça c'est pas compréhensible, j'ai un peu honte de vous montrer ça, mais en gros, tout ça pour vous dire qu'il y a quelques exemples, que ce soit au Japon, ça l'exemple de Tien Shan, où juste avant le séisme, on a observé donc des modifications dans le régime hydrogéologique, dans le régime hydraulique, dans le régime des failles. Donc ces phénomènes-là, on peut dire que c'est lié à ce que je vous ai dit, à ces phénomènes de fissuration dans les roches. Et donc c'est là-dessus que l'essentiel des recherches se produisent. Par exemple, là, je vais parler à la place de ne regardez pas le transparent, mais donc ce phénomène donc, de circulation des fluides, la recherche des signaux qui peuvent être liés à une variation de la circulation des fluides, elle a conditionné l'essentiel des travaux sur les précurseurs. En particulier, il y a une méthode grecque. Les Grecs ont pensé que du fait que les fluides
circuler. Donc vous avez les fluides, ce sont en général de l'eau chargée de minéraux, donc de l'eau chargée en sel par exemple, en différents minéraux. Donc il y a des ions, ça produit ça modifie ça produit un champ électrique, si vous voulez, en quelque sorte. Et donc ce champ électrique aurait tendance à produire des signaux. Donc il y a eu des recherches qui ont été faites là-dedans, qui ont été malheureusement un peu vaines. Et les méthodes également ont été abandonnées au début des années 90. Bon. Alors je continue un peu rapidement là-dessus pour dire on a même été jusqu'à envoyer des satellites dans l'espace pour regarder si justement cette circulation de fluide ne jouait pas en modifiant, puisque ce sont des particules chargées, modifier le champ électromagnétique. On a même été lancé le Centre national d'études spatiales en France a lancé le satellite Demeter, qui est Detection of Electromagnetic Emission. Enfin, c'est un acronyme pour Demeter, hein, pour essayer de mesurer les variations du champ électromagnétique à Terre. Alors ça, c'est une réussite. Pour l'instant, il n'y a pas eu de résultat probant, mais au moins la technique est à mettre au compte des réussites françaises, puisque les Chinois ont acheté, enfin ont déployé le même type avec, c'était un accord entre le Centre d'études spatiales français et puis les organismes correspondants en Chine, ont également, maintenant se sont mis au même type de technique pour essayer de détecter les signaux électromagnétiques. Alors que les Français abandonnent plutôt cette technique, les Chinois au contraire, ils travaillent de plus en plus. Donc pour vous dire qu'il y a quand même des moyens qui sont déployés, mais c'est des moyens qui, pour l'instant, se heurtent au manque de modèles physiques à tester. Je vous ai parlé de ce modèle de Roche, la phénomène de dilatance, mais on n'est pas dans la physique de laboratoire où vous faites une expérience, puis vous regardez les résultats, puis vous comparez par rapport à ce que vous attendez. C'est un peu des trucs un peu tous azimuts. Donc c'est pour ça que la recherche sur les signaux précurseurs est soumise à critique, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'argent qui a été dépensé. Déjà, parce que j'ai un truc, il faut que j'aille plus vite. Ça, c'est mon défaut, ça. Parce que si je veux aller à Fukushima, il faut que j'attaque maintenant, alors. Parce que Fukushima, c'est vraiment le truc... Bon, alors, juste... Bon, il y a le radon, également. Vous avez entendu parler du radon comme gaz. Hein, bon, vous en avez ici, il y en a en Bretagne. Comme gaz radioactif. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour savoir quel était le comportement du radon. Mais le radon ne dépend pas uniquement des variations de contraintes dans le milieu. Ça dépend de plein de paramètres environnementaux, etc. Donc, le CEA a fait une grosse manip dans les Alpes, où vous avez dans le lac de Roseland, vous avez c'est un lac de barrage qui appartient à l'EDF. Donc on a construit un tunnel, où le tunnel existait déjà, et on a mis des tas de capteurs pour voir comment se comportait le radon lorsqu'on vidait, lorsqu'on retirait l'eau et qu'on vidait, etc. Et les résultats, donc on est dans un environnement extrêmement contrôlé. Les résultats ne sont pas très probants. Je vais passer sur ce transparent. Néanmoins, le radon reste quand même un vieux serpent de mer qui revient tout le temps quand on évoque les précurseurs sismiques. On dit ah oui, mais on lit dans la presse, il y a eu des sorties de radon. Alors le cas de l'Aquila en Italie est extrêmement intéressant parce que, bon, on pourrait y passer des heures sur le cas de l'Aquila, hein, mais bon. Bon, alors, là, vous avez les Apennins, et la zone où a eu lieu le séisme est une zone connue, réputée pour être sismique. Il y a eu des grandes catastrophes qui sont produites au cours de l'histoire. Et quelques mois avant, ou quelques semaines avant le séisme c'était le séisme du 5 avril 2009, quelques mois avant, donc ce séisme s'est produit là. Bon, quelques années avant, il y avait eu une crise qui s'était produite ici, faisant quelques dizaines de morts d'ailleurs, et quelques semaines avant l'Aquila, il y a eu des anomalies de radon. Mais les anomalies de radon se sont produites, enfin, dans la zone de l'Aquila effectivement, mais le technicien qui mesurait ces anomalies de radon, a lancé
un appel, une alerte, en disant attention, je vois des anomalies de radon, donc il va y avoir un tremblement de terre. Et il a prédit la zone, il a dit, voilà, ça se produit dans une zone qui était à quelques dizaines, sur 70 km du séisme de la ville de L'Aquila. Donc là-dessus, les scientifiques qui sont toujours très sceptiques sur ce genre de signaux précurseurs ont essayé de calmer le bonhomme. Le bonhomme, se sentant muselé, est intervenu par voie de presse. Donc il y a eu un débat quelques semaines avant le séisme qui a complètement brouillé la donne, ce qui fait que l'objectif de la protection civile, c'était essentiellement de faire taire ce bonhomme. Mais quelques jours avant le séisme, donc il y a eu cette augmentation de la microsismicité, même le cas, pourquoi ce cas est aussi dramatique et pourquoi il faut être très prudent quand on quand on analyse ce cas, si vous voulez, c'est que le type qui a pris la tête des plaignants suite au procès lié au séisme de l'Aquila, c'est un journaliste qui habite un village à côté de l'Aquila et qui vivait avec son père, sa fille et son fils. Et dans la nuit où s'est produit le séisme, ses enfants lui ont dit « Papa, non, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à dormir ». Et lui, il a dit à ses enfants « Retournez vous coucher » parce que la protection civile a dit que tout était clair, qu'il n'y aurait rien qui allait se passer. Et le séisme a eu lieu, il a perdu son père, sa fille et son fils. Donc là-dessus, c'est lui qui a attaqué, d'où le procès dont vous avez entendu parler par la presse, et qui est en fait un cas extrêmement compliqué, à la fois sur le plan scientifique, mais également sur le plan juridique. C'est très complexe. Tout ça pour vous dire que il y a des signaux précurseurs, il y en a, c'est incontestable qu'il y en a, mais on ne maîtrise absolument pas l'interprétation de ces signaux. Hein. Moi, je suis persuadé, contrairement à ce que l'ensemble de la communauté dit, je suis persuadé que les signaux de radon qui ont été mesurés correspondaient bien, effectivement, à quelque chose lié à la phase de préparation du séisme de l'Aquila. Pour moi, ça ne fait aucun doute. De la même façon que, et alors c'est le titre de bouquin, de la même façon que sur une mare, là c'est également 70 km au nord de l'Aquila, il y a une espèce de frayère pour les crapauds. Vous savez que les crapauds en fait vivent sur Terre, mais au moment de la période de reproduction, ils vont dans les zones humides. Et la période de reproduction des crapauds, il faut le savoir, c'est le mâle va sur la femelle et il reste pendant 3 jours sur la femelle. Donc là, pendant 3 jours, il ne faut surtout pas le déranger. Enfin, il ne faut pas déranger le couple. Pour arriver à déranger un couple de crapauds dans cette période-là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et après, au bout de 3 jours, le crapaud descend de la femelle. La femelle pond ses œufs dans l'herbe humide et le crapaud arrose les œufs de sperme. Donc c'est vraiment une grosse opération, très compliquée. Et il se trouve que par un hasard extraordinaire, des scientifiques anglais étaient là à partir du 1er avril pour faire l'étude, pour étudier justement le comportement des crapauds, donc ont eu des mesures quantifiées. Et ce qu'ils ont vu, c'est que quelques jours, 2 jours avant le séisme, pouf, il n'y avait plus de crapauds. Donc on sait, comme je vous ai dit, que ça dure 3 jours, etc., et que c'est vraiment des opérations. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus jeter en bloc le fait que les crapauds aient ressenti quelque chose. Et moi, personnellement, je pense que c'est lié sans doute à la concentration chimique de l'eau qui passe. Enfin, les crapauds boivent par la peau, par osmose, hein, c'est ça, ils ne boivent pas comme nous. Hein, et donc, dans ce phénomène osmotique où il y a c'est des phénomènes de biophysique extrêmement complexes où la concentration des eaux joue énormément. Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il y a quelque chose qui est lié. Mais bon, on ne peut pas le prouver. Hein. Bon, donc encore une fois, je vous invite à regarder ça, c'est expliqué là-dedans. Bon, donc, je vais passer, parce que c'est un peu décousu, mais je vais passer alors à Fukushima, parce que ça, vous allez faire un peu de rab. Parce que vous allez voir, c'est quand même, ça vaut le coup d'entendre Fukushima. Bon, donc ça, c'était sur l'Aquila, j'en ai parlé. Alors,
si vous voulez bien encore rester votre attention là-dessus. Alors, ce séisme du 11 mars, quels enseignements pour la communauté scientifique? Il y en a, là je vais vous en parler sur le plan du sismologue, de mon point de vue, de ma compétence. Je ne vais pas du tout rentrer sur le débat du pro ou contre nucléaire, ce n'est pas du tout mon sujet, mais pour dire que, aussi bien pour l'Aquila que pour Fukushima, la communauté scientifique a de grandes questions à se poser, et on va voir pourquoi. Alors, putain, voilà. Quel est le problème? Fukushima, vous avez le niveau de l'eau qui est ici, vous avez le circuit de refroidissement de la centrale qui est à 10 mètres au-dessus du niveau de l'eau, hein, et la vague du 11 mars 2011 était à 14 mètres. Donc la vague a envahi le circuit de refroidissement, endommageant la centrale. Alors, la question c'est comment se fait-il que dans un pays aussi sismique que le Japon, aussi avancé scientifiquement, aussi avancé culturellement dans cette culture de la géophysique, comment se fait-il que cette hauteur de vague n'ait pas été prévue? Comment on est arrivé là, alors que les bâtiments ont bien résisté? Bon, il y a un débat, on ne sait pas encore si vraiment la centrale a été endommagée par la secousse elle-même. Ça, on ne le sait pas vraiment parce que c'est relativement confidentiel. Enfin, c'est difficile d'avoir accès aux rapports originaux. Mais ce qu'on sait, c'est que les bâtiments à Tokyo, dans les villes, ont bien résisté à la secousse. On sait également que le bilan humain, c'est de l'ordre d'une vingtaine 20 000 morts, ce qui est quand même, on peut dire que c'est le minimum incompressible pour ce type de catastrophe, hein, parce qu'il faut quand même se le dire que de toute façon, quand un séisme comme ça se produit, il y a des morts, donc on peut parler de minimum incompressible pour ce type de phénomène. Il faut pas rêver, hein. Et donc, c'est un bilan relativement modéré compte tenu du fait que les systèmes d'alerte au tsunami ont bien fonctionné. Les gens ont entendu l'alerte, beaucoup de gens sont partis, et ceux qui ne sont pas partis, en général, c'est parce que ils voulaient ils sont pas assez pressés, etc. Mais globalement, le système d'alerte d'évacuation a bien fonctionné. Alors, pour moi, ça fait partie des questions qui, je dirais presque, ce qui s'est passé à Fukushima change un peu Vous savez, il y a des éléments dans la vie qui vous changent votre façon de penser et ce que vous avez envie de faire, ça, c'est des tournants. Alors à Fukushima, enfin disons dans la région, le grand public dit Fukushima, mais en fait les spécialistes appellent ça le séisme de Tohoku-oki, hein. Dans cette région, à 200 km de là, il y a eu en 1933 une vague de tsunami qui a fait 28 mètres à 200 km au nord, 233, et en 1896, une vague de tsunami ici qui a fait 22 000 morts et 24 mètres de haut. Il y a, tout le monde le sait, c'est-à-dire que c'est connu et archi connu. 1933, mon père était né en 28, donc les gens qui ont construit la centrale nucléaire de Fukushima ont tous connu ce signe. Il y a des reportages dans la presse, etc. C'était connu. Alors comment a-t-on pu faire un système de protection qui ne dépassait pas 10 mètres? Alors au moment où la centrale a été construite, elle a été construite en 1900, commence à être construite en 1967. Je vais passer, donc ça j'ai posé la question, je passe, voilà. Donc elle a été construite en 1967 et l'inauguration de Fukushima Daiichi 1 en 71. Alors à ce moment-là, les géologues ont effectivement, on ne connaissait pas la tectonique des plaques, mais les géologues ont, en 67, hein, en 67, l'avènement vraiment officiel de la tectonique des plaques, c'est 68, on peut dire. Peut-être un peu avant, mais bon. Mais globalement, ce n'était pas établi. Alors, il y a eu des études géologiques, évidemment, pour savoir quels étaient les séismes historiques qui ont eu lieu dans la zone, pour savoir si on retrouvait des traces de tsunami. Et effectivement, on peut trouver des traces de tsunami dans les sédiments. Et effectivement, on n'a rien trouvé
qui pouvait laisser penser que ça dépasserait 5 mètres. On n'a pas trouvé, dans la zone même de la centrale, hein, dans la zone même de la centrale, on n'a pas trouvé de... Là, ici, au niveau de Fukushima, là, ici, on n'a pas trouvé effectivement de trucs qui dépassaient 5 mètres en regardant les sédiments. Bon. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit chic, c'est un terrain plat, c'est propice à l'implantation de centrales, donc allez-y, on peut construire. Donc, il y a eu un comité qui s'est réuni et puis ils ont fait cette protection à 5 mètres. Et là-dessus, et c'est ça que je trouve moi extraordinaire de mon point de vue, il y a eu en 68 un gigantesque progrès de la connaissance, mais qui, à l'inverse, a produit l'engouement que la tectonique des plaques a produit chez les scientifiques a été tout à fait, a produit un résultat tout à fait contraire au résultat espéré, parce que tout le monde, alors les géologues étaient considérés comme des ringards, on n'avait plus besoin de leur avis puisque c'était de la physique, on savait comment fonctionnaient les plaques, comment elles bougeaient par rapport entre elles, on a compris quel était le mécanisme de fonctionnement des tsunamis, enfin, c'est-à-dire que ici en l'occurrence vous avez la plaque pacifique en l'occurrence qui glisse, hein, ça glisse, ça bloque, ça pousse de toute façon, ça pousse. Mais là, il y a des aspérités, il y a tout un tas de choses qui fait que la plaque a tendance à bloquer. Elle bloque, puis brutalement, pouf, ça se déplace et ça met en mouvement toute une masse d'eau, et c'est cette masse d'eau qui est mise en mouvement, qui se propage et qui engendre cette fameuse vague de tsunami qui est très rapide au départ, mais elle fait quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres de haut, et quand vous approchez de la côte, le fond remonte, la hauteur d'eau remonte, et donc la vague ralentit, et par principe de conservation d'énergie, pouf, la vague est plus élevée. Donc vous pouvez avoir des vagues qui font on l'a vu, jusqu'à 30 mètres de haut. Donc on a compris ça, on a compris le lien entre séismes et tsunamis, c'était de la physique, et en plus tous les scientifiques, y compris les scientifiques japonais, imaginez les sismologues japonais, les géophysiciens japonais, enfin ils ont compris pourquoi leur archipel avait ces caractéristiques tellement particulières. Donc ils ont compris que l'archipel japonais est situé entre 4 plaques, la plaque Eurasie, la plaque philippine qui est ici, la plaque Pacifique, et puis une plaque qui revient du nord, qu'on appelle la plaque de Okhotsk, qui est ici. Et donc, là-dessus, c'était une véritable révolution. Ils ont tous travaillé sur les modèles géophysiques, sur la compréhension du contexte géodynamique de la zone, en se préoccupant plus du tout de Fukushima. Après tout le monde s'en foutait, on a complètement oublié. Et puis, pire, et vous allez voir, c'est là que pour moi, c'est le mystère. Donc on s'est rendu compte que la façon dont glissait la plaque dans l'arc nord du Japon, donc au niveau de la plaque pacifique, la façon dont la plaque pacifique glissait sous l'archipel japonais était tout à fait différente de la façon dont la plaque philippine, elle, glissait sous le sud de l'arc japonais. Donc il y a une différence de comportement entre ici et là. Et ça, finalement, pour les esprits éclairés, les grands sismologues, ça leur a permis d'expliquer pourquoi, finalement, au niveau de Fukushima, il n'y avait pas eu de gros séisme, parce que il n'y avait pas eu de tsunami. Parce que ce qu'on constate, c'est que la plaque pacifique plonge à 8 ou 9 cm par an sous l'arc du Japon, donc très rapidement. Très rapidement. Et elle engendre, il y a une succession de séismes de l'ordre de magnitude 8, 7.5, entre 7.5 et 8.5, donc des séismes qui n'ont rien à voir avec la magnitude de 9 points, qui était celle de Fukushima, si vous voulez. Et donc, en générant des séismes de plus faible magnitude, de manière régulière, on évacue l'énergie. C'est-à-dire qu'en gros, le modèle physique, c'était de dire, ben là, à ce niveau-là, on ne peut pas engendrer des gros tremblements de terre. On peut pas engendrer des magnitudes 9. Or, ce sont les magnitudes 9 qui, eux, sont susceptibles d'engendrer des gros tsunamis de plusieurs dizaines de mètres de haut. Donc, on a établi une construction intellectuelle pour dire que là, eh bien, on n'engendrait pas de tsunami, de gros tsunamis, alors que là, oui. Et pour expliquer, c'est ça qui est extraordinaire, pour expliquer que ici, à ce niveau-là,
on avait quand même en 1933 enregistré des vagues de 28 mètres et en 1896, eh bien, c'était les exceptions qui confirmaient la règle. Alors, il y a toute une littérature pondue par des scientifiques extraordinairement renommés et qui sont effectivement de grands scientifiques. Non, mais dans le processus scientifique, si vous voulez, à partir du moment où vous établissez des hypothèses qui demandent à être invalidées, etc., donc processus actuel, on peut dire que ces types-là, bon, ils ont fait une carrière extraordinaire, avec un taux de publication extraordinaire, etc., en disant, voilà, non, là, c'est l'exception qui confirme la règle. Et deuxième chose, et tout se mélange, vous allez voir, deuxième chose, c'est que la zone sud du Japon, au sud de Tokyo, vous voyez, Tokyo est là, donc, vous avez ce qu'on appelle la fosse de Nankai, hein, qui est répartie en 3 segments. Donc vous avez Nankai, Tonankai et Tokai. Alors, bon, peu importe les noms. Mais, donc ce grand segment, ici, il a successivement cassé. Et il y a ce qu'on appelle la théorie de la lacune sismique, c'est de dire que lorsque vous avez un grand segment de faille, un grand qui plonge, normalement, tous les segments doivent casser. S'il y en a un qui casse, le segment adjacent va casser peu après. Or, il se trouve que là, ces 2 segments-là, ils ont cassé en 46 et en 44, après 150 ans après avoir cassé au 18e et au 17e siècle, et au 19e, pardon. Alors que le séisme dit de Tokai, ici, en fait là je me suis gouré, ce séisme de Tokai ici, lui, au 20e siècle, il n'a pas cassé. Donc, l'idée, c'est que, attention, ça va péter ici. Ça, c'est une lacune sismique. Donc, massivement, la communauté japonaise a concentré ses efforts sur le sud de Tokyo, de manière massive, en investissant des centaines de millions d'euros. Un truc colossal, avec des systèmes d'instrumentation sous-marin, parce qu'ils étaient persuadés que ce qui allait péter, c'était la lacune sismique. C'était la lacune sismique, qui est finalement un modèle qui n'a d'autre signification de modèle, alors que là, pardon, ici, voilà, ici, ça avait pété en 1933 et en 1896. Mais massivement. Alors, là-dessus, c'est pour ça que les choses sont très compliquées, et que c'est jamais tout scientifique, c'est que, finalement, pour les autorités japonaises, c'était du pain béni, puisque vous avez ici une lanière de terrain plat, près de la mer, permettant d'avoir un circuit de refroidissement, etc. Donc tant que les scientifiques, tant que ça occupait les scientifiques, eux, les scientifiques faisaient leurs recherches avec de façon à invalider ou de confirmer les modèles que je vous ai décrits tout à l'heure, soit le modèle de glissement régulier, soit le modèle de lacune sismique. Et tant qu'ils s'occupaient, gentiment, eh bien, on a construit les centrales, donc, en face de la plaque pacifique. En justifiant très bien, mais c'est pas grave, parce qu'ici, on n'a jamais vu, on n'a pas d'évidence pour qu'il y ait eu un gros séisme de magnitude 9. Et ça continuait comme ça. Et donc là, mais les scientifiques, de mon point de vue, ont été, de manière inconsciente, parce que le système scientifique est organisé comme ça, sont allés à la soupe finalement, c'est-à-dire avaient des financements très facilement pour essayer de travailler, instrumenter cette partie-là, pour essayer de travailler sur les modèles existants, mais sans se soucier des conséquences, enfin sans se soucier de pourquoi finalement on a eu ces trucs-là en 1933 et qu'est-ce que ça veut véritablement dire objectivement, hein. Et donc il y a le système de recherche qui a joué, il y a donc l'organisation de la recherche, il y a le fait que les autorités nucléaires étaient bien contentes que finalement avoir un modèle qui corroborait, et la situation c'est que finalement les centrales, bon, on avait quand même une partie qui était de l'autre côté des zones de subduction ici, mais là c'était quand même bien pratique parce qu'on était près de Tokyo et près de la mer. Et le résultat est que tant que ça occupait les scientifiques, tant que ça occupait les scientifiques, eh bien c'était bon. Alors, donc la routine, c'était de travailler sur les modèles fondateurs, parce que c'était très facile d'avoir des financements. Alors, et après, je vais vous faire un parallèle qui vous intéresse, mais même en 2001, donc 10 ans avant le séisme, il y a une publication de géologues
mais les géologues, c'était les ringards, parce que l'observation de terrain, c'était pas des physiciens, c'était pas noble. Et ils ont découvert, dans la zone de Fukushima et dans la baie de Sendai, la ville à côté, ils ont découvert qu'il y avait des sédiments qui étaient accumulés dans des espèces de lagons, donc au-delà du rivage. Et ces dépôts ont été interprétés, et ils ont tenu la preuve dès 2001 qu'il y avait eu effectivement un séisme qui était enfin, un tsunami géant qui correspondait à un séisme historique qui s'était produit dans la zone en 869. Et ils n'ont pas réussi à imposer leur point de vue, parce que la chose extraordinaire quand ils ont commencé à publier ça, c'est que les sismologues se sont dit, attendez, mais si vous voyez ça, on va voir quelle est la magnitude du séisme qui a pu produire un tsunami pareil. Et est-ce que finalement ce qu'on a dit était vrai ou pas vrai? Est-ce que notre modèle est juste? C'est-à-dire, ils sont remis à faire des calculs sur la magnitude possible des séismes, au lieu de prendre acte de l'évidence, qui était qu'il y a eu effectivement un tsunami géant, produisant des vagues quasiment égales à 40 mètres, enfin pas tout à fait des vagues, mais je ne vais pas faire de nuances, et donc, mais ça n'a pas suffi. Donc il a fallu attendre 2006 pour qu'effectivement, lors d'un conseil, au niveau des autorités de protection de la centrale en 2006, effectivement les scientifiques se réveillent pour dire, enfin certains, très rares, ont dit mais il y a quand même ce risque-là qu'il faudrait prendre en compte, mais en fait ils n'en ont pas tenu compte. Mais ça n'a pas empêché non plus que les scientifiques continuent à faire leur boulot. Et ça, moi je pense qu'il y a un gros problème au niveau de l'organisation de la recherche, c'est que nous, scientifiques, avons tendance, je vois mes collègues scientifiques ici, à aller à la soupe. C'est tellement facile d'avoir des financements quand on travaille sur des sujets. Et un exemple qui va beaucoup vous intéresser, et qui va peut-être faire débat ici, s'il y a des... Je vous prends le cas des algues vertes, par exemple. Le cas des algues vertes. Ça fait 30 ans qu'à l'Ifremer, on sait, sans aucun doute, que les algues vertes sont liées à des déjections, enfin, à des effluents, bon, à un apport de nitrate. Ça fait 30 ans, enfin 25 ans, que des collègues de l'Ifremer l'ont prouvé, ça fait aucun doute. Au premier ordre. Hein. Il y a peut-être d'autres effets, mais le gros facteur, c'est ça. Et depuis 25 ans, on repousse parce qu'il faut étudier. Alors, et moi, il y a 6 mois, j'ai reçu un coup de fil d'une boîte de Lorient, peut-être que le directeur est ici, donc on pourra s'expliquer directement, d'une boîte dont j'ai oublié le nom, qui me dit, et c'était une stagiaire, petite jeune, elle me dit, Monsieur Gély, vous êtes spécialiste de volcanisme sous-marin? Oui, enfin si je ne suis pas, j'ai des gars chez moi qui le sont. Oui, alors j'ai une question à vous poser, voilà. Elle ne me dit pas pour quel travail, elle me dit, voilà, est-ce qu'il y a eu des variations de volcanisme au niveau de la dorsale médio-atlantique dans les 30 dernières années? Alors la dorsale médio-atlantique, c'est en gros entre la côte bretonne et la côte de Floride américaine, si vous voulez, au milieu, vous avez ça. Donc c'est à 2500 km d'ici. Hein. Alors je lui dis, mais pourquoi vous me demandez ça? Et là, elle me dit, ben parce que, vous voyez, je m'intéresse, voilà, je suis stagiaire pour une boîte qui, c'est authentique ce que je vous dis, hein, qui en fait s'intéresse à la valorisation des algues vertes. Ce qui est une bonne initiative, pourquoi pas la valorisation. Et donc on se demande si finalement les algues vertes, enfin s'il n'y a pas eu des variations, on sait que les algues vertes sont sensibles au sulfate, au soufre, disons, à l'élément soufre. Et donc est-ce qu'il n'y aurait pas eu une variation, et on sait que le volcanisme produit du soufre, est-ce que ce ne serait pas des variations de volcanisme Alors, je lui dis, donc là, elle a senti que j'étais un peu agacé. Elle m'a passé son patron, qui commence à me raconter tout un tas de trucs. Et puis, à la fin, il me dit, mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Alors, je lui explique, mais non, mais c'est au second ordre, c'est au 10e ordre. De toute façon, les ordres de grandeur n'ont rien à voir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, rien à voir. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous en savez? Je dis, écoutez, est-ce que vous avez fait des mesures? Je dis, j'ai pas fait de mesures parce que là, j'ai pas besoin de faire de mesures. J'essaie de lui expliquer d'abord que le soufre, enfin que le soufre se transforme en sulfate, machin, et puis de toute façon, c'est tellement long, puis de toute façon, enfin, il y a tout un tas de raisons qui fait que de toute façon, ça ne peut être que
infinitésimal ce qui se produit au niveau des dorsales. Et il me dit, vous n'êtes pas un scientifique. Ah bon? Authentique. Hein. Ah bon, je suis pas un scientifique. Oui, oui, mais moi je suis un scientifique. Moi je pose des questions et donc je veux savoir. Et ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait depuis 25 ans? Il va chercher des budgets à la recherche, enfin des budgets au Conseil général, au Conseil machin, pour poser des questions qui ralentissent le processus de décision. Donc, vous voyez, c'est assez comparable à ce qui s'est passé à Fukushima. C'est-à-dire que l'autorité nucléaire était très contente d'avoir des scientifiques qui s'amusaient dans leur coin et qui ne posaient pas les bonnes questions. Et tant que vous avez ça, ça se fait. Et je sais qu'à Brest, nous avons, enfin, je sais qu'il y a des types qui ont posé des programmes de recherche, par exemple, pour l'analyse de l'ADN sur les algues vertes, enfin des algues vertes, pour le traçage isotopique des algues vertes, etc. Tout un tas de trucs qui commencent par les algues vertes est un problème de pollution majeure sur les côtes bretonnes, donc nous proposons un programme de recherche ici, qui n'a aucun rapport avec le problème, effectivement, de pollution et de mesures à prendre pour lutter contre ce fléau. Vous voyez, donc ce que je vous ai expliqué, ça se produit au Japon, mais on a des exemples en France où l'industrie du tabac, c'est un peu pareil, bon, etc. C'est-à-dire qu'on est très content que des questions soient posées, des questions aussi farfelues soient-elles, et pendant qu'on continue à faire, à travailler sur la centrale avec une protection de 10 mètres, alors qu'il y a des évidences, enfin voilà. Bon. Le parallèle est un peu... Bon, mais il y a quand même une similarité entre les deux. Mais voilà, j'ai fini. Il n'y a pas un problème de formatage dans les études. Parce que souvent on dit c'est l'ingénieur qui a parlé, c'est donc lui qui a raison. Et quand dans les associations on interroge souvent les scientifiques, on a l'impression qu'ils sont formatés et qu'ils ne cherchent pas, oui. Ils n'ont pas de ouverture d'esprit. Non, mais alors, les ingénieurs, si vous voulez, il faut distinguer vraiment le travail d'ingénieur du travail de scientifique. C'est pas du tout le même travail, de chercheur. L'ingénieur, il est là pour concevoir des... Oui, mais c'est pas un... faut pas pour autant lui jeter la pierre, c'est son boulot. C'est-à-dire, le gars, il n'est pas censé connaître les mécanismes, les phénomènes naturels, de sismicité, etc. Il faut que vous lui donniez par exemple, pour la construction, enfin, il faut que des paramètres, c'est-à-dire que l'amplitude, l'accélération, en général, on raisonne comme ça, l'accélération maximum, ça sera de 3 fois l'accélération de la gravité terrestre, donc 3G, hein, par exemple. Enfin bon, ça c'est beaucoup, mais enfin dire, vous lui donnez des paramètres. Et le gars fait ses calculs en fonction des paramètres que vous donnez. Là, c'est tellement compliqué, c'est tellement spécifique, il sait faire ça, c'est un vrai métier, il le fait en fonction des paramètres que vous donnez. C'est pas lui qui va chercher si ce que vous lui donnez à manger pour ses calculs est bon ou pas, vrai ou pas vrai. C'est son boulot à lui, c'est de prendre en compte les sollicitations que vous lui donnez. Alors, il est formaté, certes, mais c'est son boulot. Lui, il n'a pas la compétence pour remettre en question ce que le spécialiste va lui dire. Oui, mais entre les sismologues, les géologues, etc., il peut y avoir interpénétration des connaissances. Oui, mais voilà, mais là, on est typiquement, l'exemple de Fukushima, c'est exactement... Mais c'est un problème extrêmement important, ça. Et c'est toute la difficulté de la prévention... c'est extrêmement complexe. Tout devient tellement complexe, si vous voulez, que pour avoir des spécialistes, les spécialistes sont très compartimentés, ils travaillent à 100% sur leur sujet, et puis c'est très difficile après de regarder ce qui se passe à l'extérieur, et vous avez tendance à faire confiance. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné sur Fukushima, il y a effectivement un ratage total de la communauté japonaise, total, mais je ne pense pas qu'on puisse incriminer un tel ou un tel. Oui, évidemment, c'est pas volontaire. Je ne l'ai pas fait exprès, comme disent les gamins, et personne n'a fait exprès, mais on peut... C'est pas... Non, enfin, c'est oui. Par méconnaissance. Oui, moi je trouve que c'est très complexe. C'est-à-dire que moi-même, j'aurais très bien pu, étant scientifique japonais, j'aurais très bien pu m'intéresser, faire comme les copains, m'intéresser à des
à des trucs secondaires, en ignorant, enfin, sans me préoccuper de ce qui se passait au niveau. Et j'aurais pu faire carrière complètement comme ça. C'est dramatique, oui, mais c'est dramatique. Bon, et c'est ça qui rend la chose complexe, c'est pas blanc ou noir. Oui, et bon, ce qui est clair, c'est que, en tout cas la leçon, c'est que on ne peut absolument pas, on ne peut pas dissocier les travaux de prévention, les travaux d'ingénierie, sans progrès des connaissances scientifiques fondamentales. Hein. Bon, dans le cas, c'est pas et une fois que vous avez une fois que vous avez mis le doigt sur des phénomènes de premier ordre, il faut y rester, y coller. Dans le cas que j'ai cité de l'algue verte, j'espère que les gens qui sont partis, c'est pas parce qu'ils avaient un avis contraire. Mais dans le cas des algues vertes, si vous voulez, il y a un moment où il faut vous puissiez dire, bon, ce qu'on sait suffit à faire un diagnostic. De travailler en amont. Voilà, travailler en amont. Il y a des cas, il y a beaucoup d'autres cas où ce qu'on sait ne suffit pas à faire le diagnostic et donc il faut progresser dans la recherche scientifique sur le sujet. Mais on ne peut pas effectivement dissocier ingénieur et scientifique. Voilà. Oui. On peut revenir au séisme. Oui, je vous en prie. Je voudrais savoir si Istanbul est appelé à disparaître. Non. Non, il y aura de gros dégâts. Il y aura des dégâts énormes. Mais alors Istanbul, c'est un cas très... Je peux vous en parler ou pas? Enfin, parce que Istanbul, c'est très très intéressant. Ah oui, mais j'ai pas ça sur mon... Attendez, est-ce que j'ai... Non, je l'ai supprimé. Enfin, bon, parce qu'Istanbul, vous avez sur la plaque nord-anatolienne, enfin sur le bloc anatolien. Vous voyez, vous avez le bloc anatolien, vous avez l'Europe, le bassin de Thrace, vous avez Istanbul qui est là, au milieu, séparé par Bosphore, et puis vous avez la Grèce en bas. Bon. Et entre les deux, je ne sais pas si vous avez la géographie en tête, vous avez la mer de Marmara, hein, qui est cette mer, donc vous avez les Dardanelles, la mer de Marmara, le Bosphore, puis la mer Noire. Bon. Donc, à l'est, en Anatolie, vous avez une succession de séismes entre 1940 et 1999, le dernier en date étant celui d'Izmit qui a fait 20 000 morts. Vous avez une succession de séismes qui sont produites en se propageant vers la mer de Marmara. À l'ouest, à l'ouest de la mer, vous avez eu un séisme qui s'est produit en 1912. Donc la mer de Marmara en tant que telle, ça correspond à une lacune sismique. Hein, et on sait par des récits historiques, tant de l'époque ottomane que byzantine, qu'il y a eu des séismes qui ont affecté Istanbul, Constantinople, on le sait par des récits. Bon. Mais le problème, c'est que ça, c'est des récits historiques, on ne sait pas si la source de la secousse s'est produite vraiment à l'ouest de la mer, à l'est de la mer ou au centre. Et moi, qui travaille sur la mer de Marmara depuis pas une dizaine d'années, mais enfin 7 ou 8 ans maintenant. Avec l'Ifremer, on fait des investigations sous-marines sur la zone de faille. J'étais persuadé qu'il allait y avoir un séisme catastrophique en mer de Marmara, mais maintenant, je ne sais pas. C'est-à-dire que peut-être que les récits historiques traduisent des séismes qui sont produits soit à l'est, soit à l'ouest, comme celui de 99 par exemple, mais que peut-être que le segment au milieu a un fonctionnement un peu particulier, comme celui de Parkfield, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, en Californie, qui glisse régulièrement. Donc c'est très compliqué. Mais jamais j'irais dire je pense qu'il ne va pas casser. Non. C'est impossible de dire ça. Mais scientifiquement, il y a le doute. Alors nous, ce qu'on fait à l'Ifremer, c'est qu'on essaie d'instrumenter cette faille, parce qu'on a découvert que la faille passait à travers un réservoir gazier, le bassin de Thrace, c'est-à-dire ce qui est du côté d'Edirne, enfin sur la partie européenne de la Turquie, le bassin de Thrace est exploité sur le plan pétrolier. Et donc on a découvert que les prolongements gaziers se trouvaient en mer. C'est nous qui l'avons découvert. Et donc, ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de regarder si on peut utiliser justement les dégazages qu'on voit en fond de mer pour essayer de voir des comportements particuliers de la faille.
voyez. Mais bon, et donc votre question, est-ce que la ville sera détruite, sera complètement dévastée? Non, c'est clair, elle a déjà Parce subi. que vous êtes optimiste, Mais, vous avez dit. non, mais elle ne sera pas dévastée, c'est-à-dire que ça fera beaucoup de morts. Ça aura peut-être 50 000 morts. Ça fera peut-être 100 000 morts, mais la ville ne sera pas dévastée. Oui. Le bilan sera absolument catastrophique. Le bilan humain sera catastrophique. Mais l'agglomération fait entre 12 et 15, enfin tout dépend comment on la prend l'agglomération, mais il y a entre 12 et 15 millions d'habitants dans la région. Mais le bilan sera catastrophique. Et on sait également, par l'analyse des sédiments, c'est-à-dire que quand vous avez un tsunami, ça provoque des glissements catastrophiques de sédiments. Hein. Et donc, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de turbidite, enfin on dit ça dans le langage géologique, mais disons ce sont des sédiments particuliers qu'on reconnaît maintenant. Maintenant on sait les reconnaître très bien. Et on sait qu'il y a régulièrement des tsunamis géants en mer de Marmara. Parce qu'en plus il y a un effet de sèche, c'est-à-dire un effet de vibration qui fait que ça met le bassin Marmara en mouvement, et donc il y a des gros tsunamis. Alors où vont aller les tsunamis? Donc il y aura sans doute un gros séisme, beaucoup de morts, des tsunamis, mais la ville, ne sera pas complètement rasée de la carte. Vous avez travaillé sur le tunnel? Non. Moi j'ai deux questions. Ouais. Comment Merci. les géologues établissent le niveau de compartiment qui descend? Par exemple à Fukushima, on dit que c'était sur 400 km de long, 2 mètres de haut. Ouais. Donc c'est la première question, comment on fait pour établir une chute de compartiment comme ça? Et une autre un peu plus polémique, quel est votre sentiment sur l'exploitation des gaz de schiste? Bon, alors, Autrement dit, sur la fracturation. Oui, alors, sur les compartiments, là, bon, il y a les systèmes GPS maintenant qui sont bien au point. Alors, le problème à Fukushima, c'est que c'est un séisme sous-marin, mais en gros, maintenant, on est capable, avec le GPS, de mesurer des mouvements relatifs de failles de l'ordre de quelques centimètres par an. Donc on le voit, on le détecte. Et donc quand il y a des glissements brutaux, donc on est capable de voir des mouvements, et donc l'analyse des données GPS permet de le montrer. Ça veut dire qu'il y a des balises partout là? Il y a des balises, bon, mais elles sont à terre, alors ça fait appel, c'est pas une interprétation directe, le GPS en mer. Enfin disons, puisque les stations sont à terre, le phénomène est sous la mer, le glissement est sous la mer, donc c'est une interprétation de données qui demande beaucoup d'hypothèses. Mais bon, c'est relativement bien maîtrisé. Et également, on est allé en mer. Après Fukushima, les Japonais sont allés faire des travaux de reconnaissance, ont reconnu ont reconnu des glissements de couches par rapport aux autres, avec la technique de la sismique par exemple, enfin en fond de mer, et ont reconnu ces mouvements. Donc, mais essentiellement c'est le GPS. Hein. Bon, alors deuxième question sur le gaz de schiste, question très polémique, vous n'auriez pas dû me poser cette question, et moi je vais me garder, c'est pas un sujet que je connais bien, donc je ne veux pas m'engager sur un truc que je ne connais pas bien, mais ce que je sais, pour avoir parlé, parce que nous on travaille évidemment beaucoup avec les compagnies pétrolières, hein, et puis effectivement la fracturation hydraulique on connaît un peu, enfin bon, on travaille dessus. D'après ce que je sais, c'est que le problème réel, c'est lié à la circulation d'eau, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas tant bon, il peut toujours y avoir des catastrophes, mais ça demande une quantité gigantesque d'eau. Donc vous mettez sous pression une gigantesque quantité d'eau qui ensuite est remontée à la surface. Hein. Et en remontant, elle est chargée d'éléments naturels, mais des éléments, quand ils sont concentrés, sont des sources de pollution majeures. Le pétrole est un élément naturel, mais, mais ça produit des pollutions. Donc ça lessive le sous-sol d'éléments chimiques en quantité extrêmement concentrée. Et après, on se trouve avec cette flotte dont on ne sait pas quoi faire. Donc, l'idée que l'on puisse avoir par la technique de fracturation une catastrophe, si vous voulez, au niveau de la nappe elle-même, c'est relativement peu probable parce que les zones d'exploitation
du gaz de schiste sont en dessous, sont sous les nappes phréatiques. Bon, cela dit, si une catastrophe se produit en haut, ça finira tout bien par recouler. Bon, donc ce que je sais, c'est que le problème principal, c'est de savoir ce qu'on fait de ces déchets fluides chargés en éléments polluants. Voilà. Maintenant, j'en sais pas plus, donc je vais pas m'engager sur. Ils introduisent des produits chimiques aussi, non, dans vos... Oui, ils introduisent des produits chimiques, ça remonte, mais surtout le gros problème, c'est le lessivage de. lessivage. C'est le lessivage. Oui. Quels sont les risques de tremblement de terre en Bretagne ou voire de tsunami? Comment? Quels sont les risques de tremblement de terre en Bretagne? Ah, en Bretagne, il y a des tremblements de terre, mais c'est des petits tremblements de terre en Bretagne. En Bretagne, il y en a eu de très violents il y a 200 millions d'années. Il y a moins de 100 ans, Ouais. il y en a eu Mais- parce que mon père a vu dans le sud Finistère la mer remonter Ouais. dans sa ria, mais très très haut. Ouais. Mais ça, mais ça, on se demande si c'est pas une vague scélérate, ça. C'est du côté de où de. Cloire, De quoi Toulon, par là. Ouais. Bon, il y a des récits, de vagues scélérates. Oh, C'est de quoi, cette bon. altitude-là, c'était Ben, ça peut être gigantesque. Donc attendez, juste, donc Oui, qu'est-ce que alors, moi j'aurais tendance à dire que le risque tsunami, c'est-à-dire dire qu'il y a une vague, par exemple, si les Canaries, par exemple, venaient à s'effondrer sous l'effet d'une éruption volcanique, ça créerait un tsunami gigantesque qui serait sans doute observé sur les côtes bretonnes, ou s'il y avait un séisme comparable à celui qui a eu à Lisbonne en 1755, ça créerait un tsunami qu'on verrait en Bretagne. Mais ça n'aurait rien de dangereux véritablement. Sauf si peut-être... bon. Donc globalement, le risque, il est quasi nul, je dirais. Il est quasi nul, pour la population. Hein. Quoique, bon, il faut toujours se méfier. Si vous avez une hauteur de vague de 1 mètre à midi sur Baie des Anges, par exemple, à Nice, pendant que tout le monde se bronze, ça peut faire du dégât. Bon, enfin, faut... Mais en revanche, il y a des tremblements de terre. En particulier chez vous, là, ici du côté de l'Orient. Je ne sais pas si les bâtiments sont antisismiques. Enfin, mais il y a dans la zonation, la microzonation sismique, voilà, il y en a eu un bon. L'Orient est une des zones reconnues comme ayant des petits séismes. 4, 5 à 5. Oui, je vous en prie. Vous avez dit sauf si peut-être vous avez salutation de votre femme, mais pas terminé votre phrase. Vous vouliez dire quoi Pour la vague de tsunami, non, sauf si peut-être vous avez un petit gamin. Mais ça, c'est des trucs que vous voulez. Vous avez un petit gamin qui est en train de se baigner, il tombe dans l'eau juste au moment où la vague de 50 cm arrive, ça peut noyer le gamin. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Mais ça, c'est absolument imprévisible. Dans le bouquin, là, vous voyez une photo d'un séisme qui s'est passé en Grèce alors que tout le monde était en train de se baigner sur une île grecque, d'une falaise. Enfin, il y a des blocs rocheux qui commencent à s'effondrer à cause d'un séisme qui s'est produit à 150 km de là. Et on a établi la corrélation, la photo est là-dedans, la corrélation directe entre cet effondrement et le séisme. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça c'est des trucs. Il faut admettre que le risque zéro n'existe pas. Il faut admettre qu'en Méditerranée orientale, il peut y avoir une catastrophe gigantesque qui fait plusieurs dizaines, peut-être une centaine de milliers de morts, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pour ça que je vous rejoins, parce que tout à l'heure vous avez dit vous avez des doutes ou des visions un peu pessimistes sur Istanbul, mais Istanbul, comme le Japon, comme la Californie, sont des zones à risque majeur. Oui, c'est une zone. Istanbul, c'est une zone à risque majeur. L'histoire, c'est une zone aussi à risque. Oui, mais la question de monsieur, c'était est-ce que Istanbul sera rayé de la carte? Hein, c'est ça. Et bon, D'abord, il y a toujours des questions. oui, Istanbul ne sera pas rayé de la carte. Mais il y aura de gros dégâts. De quelle ampleur, je ne sais pas, mais il y aura de gros dégâts. S'il vous plaît, une Ouais. question naïve, mais dans le sujet, je crois. Quand j'étais enfant, la météo scientifique était considérée comme une science assez confidentielle. Et on faisait plus confiance pour les travaux des champs, à la grenouille dans le bocal ou au dicton des anciens. Et quand on voit maintenant
la place qu'occupe la météo, prévision à une semaine, prise en compte pour les travaux, pour les récoltes des champs, pour la navigation, pour beaucoup d'autres choses encore. Est-ce que par rapport à tout ce que vous avez dit sur les progrès de la science, vous parliez des balises, des satellites, etc. Est-ce qu'il y a quand même, parce que vous avez pris beaucoup de précautions, bien sûr, mais est-ce qu'il y a quand même une optimisation que cette science puisse progresser par rapport à tous les chercheurs qu'il y a pour arriver à avoir justement des prévisions? Oui, moi j'en ai l'intime conviction. Ça c'est une des questions exactement qui est posée là-dedans. Excusez-moi de revenir là-dessus. Mais moi je pense que oui. Il y a une différence majeure entre les phénomènes météo et les phénomènes géophysiques. Oui, mais je pense qu'on y arrivera, mais avec un taux de probabilité qui sera toujours beaucoup plus faible que pour la météo. Parce qu'il y a une différence majeure, c'est que les phénomènes météo, donc c'est l'atmosphère, donc c'est des fluides, on connaît les lois, on connaît toujours les lois, c'est toujours les mêmes, mais on connaît le comportement de l'air, etc. Et surtout, on est capable de le mesurer directement. On envoie des ballons, on fait des mesures, on a des stations météo un peu partout, donc les calculs sont toujours redressés. Pour la prévision, donc, vous savez, vous avez toujours des trucs qui sont interactifs. Vous prévoyez un jour, puis après vous faites des mesures, vous regardez si votre prévision est comparable aux données, puis après vous réajustez, puis ainsi de suite. Bon. En géophysique, enfin quand on s'intéresse à l'intérieur de la Terre, ça c'est pas faisable. C'est pas faisable parce que vous n'avez pas accès directement aux mesures. Ça coûte tellement cher de faire des mesures, vous ne pouvez pas être tout le temps en train de balancer les ondes sismiques pour savoir quel est le comportement du matériau, etc. Donc l'accès aux données n'a rien à voir. Non. Ça c'est une chose. Et puis l'autre chose, c'est que les séismes, c'est des phénomènes beaucoup plus ponctuels. La météo, c'est des grandes masses atmosphériques. Enfin bon, vous pouvez accéder aux instruments. Alors que le séisme, il faut être là, au bon endroit, au bon moment. Et ça se trouve, vous instrumentez ici, mais ça pète là. C'est beaucoup plus compliqué. Mais je ne désespère pas qu'il y ait des... Par exemple, à Istanbul, s'il y a une zone qui, à mon avis, on peut avoir des chances de prédire, c'est Istanbul. Bon, et également, donc on a parlé de l'erreur majeure des scientifiques japonais, mais il ne faut pas non plus jeter tout avec l'eau du bain, c'est qu'on a fait les Japonais ont fait d'énormes progrès en matière de prévision également. C'est-à-dire que maintenant, on se rend compte qu'il y avait des signaux qu'on ne connaissait pas avant qui indiquent une espèce de trémor, enfin du bruit. Donc les plaques en glissant, on ne le voyait pas avant, mais les plaques en glissant font du bruit. Bon, hein. Et donc on pense qu'il peut y avoir une relation entre la phase préparatoire du séisme et des variations dans ce bruit ambiant. Donc ça c'est un progrès gigantesque. Donc il y a des progrès qui sont faits. Maintenant, à savoir s'il peut y avoir des applications pratiques à la prévision, on n'y est pas. Mais bon, moi je ne désespère pas. Heureusement. Sinon je changerai de métier. Voilà. Est-ce qu'il y a une relation entre la volcanologie et la sismologie? Oui. En fait, disons... Les volcanologues, ils sont sismologues aussi? Plutôt les sismologues sont aussi volcanologues. Mais disons que comme ils ont un objet plus circonspect, enfin circonscrit, merci. Donc ils sont plus spécialisés, enfin bon, ils ont chacun leur volcan ou des trucs comme ça. Mais en gros, il y a de très fortes relations. Et les volcans, par exemple, on arrive à prédire les éruptions volcaniques maintenant. Alors il y a toujours un degré d'incertitude, une probabilité, mais en gros maintenant la question de la prédiction de volcans bien instrumentés, je pense qu'elle est quasiment résolue. Enfin, il serait bien content à Naples de pouvoir prévoir. Ah oui, mais Naples, c'est
C'est un problème majeur, non? La figure C'est- de ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais. Ils savent pertinemment qu'on va exploser, ce qu'ils ont déjà fait. Ils ne savent pas quand, Mais oui. mais il n'empêche que les Napolitains continuent à construire. Mmh. Et on sait, les politiques du coin savent pertinemment que Ouais, le absolument. jour où il y aura une prédiction, c'est ce que vous avez dit en préambule, est-ce qu'on avertit les gens? Il y a 1 million, pardon, Ouais. 1,5 million d'habitants à Naples. Ouais. On les avertit, on Ouais. sait qu'il y a 1 Ouais. million d'habitants qui resteront coincés. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on continue à miser dans la prédiction ou on s'arrête là? Ah oui, bon, vous connaissez ma réponse. On continue à miser. Mais effectivement, le cas de Naples est... je ne sais pas si vous avez vu à Paris récemment, il y avait une exposition sur les Pompéi. Bon, ce qui s'est passé à Pompéi peut très bien se passer de notre vivant à Naples. Hein. Alors est-ce qu'on connaîtra suffisamment tôt les signaux pour organiser l'évacuation, etc. On a quand même un an, on sera prévenu qu'il y aura cette éruption. Hein. Alors comment se fera l'évacuation, à quelle vitesse, bon. Et puis il y aura toujours des gens qui ne voudront pas évacuer, évidemment. Bon, mais ça sera catastrophique à Naples. Bon, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que il faut vivre avec cette idée, même si mon boulot c'est de travailler sur ces sujets-là, mais il faut quand même vivre avec l'idée que la catastrophe majeure, elle existe et on n'y peut rien. J'ai parlé de minimum incompressible, je pense que c'est vraiment un mot important. À Naples, vous aurez quelques dizaines de milliers de morts incompressibles. S'il n'y a plus de questions, il pleut à verse, donc vous avez le temps d'aller acheter le bouquin et... Voilà, pour ceux qui veulent. Ah bah très bien. Vous voulez une petite dédicace ou... Ouais, attendez. Merci.